Bonjour Kim et merci de m'accueillir sur ta chaîne YouTube. Je suis vraiment ravie de répondre à cette interview. Alors, De joie coule mes larmes, de quoi ça parle? C'est l'histoire de Romy, une presque trentenaire qui vit à Nice avec son copain et puis un jour son grand-père décède, donc elle décide de retrouver sa grand-mère à Saint-Tropez, qui est son village natal. Et elle se laisse un peu vivre Romy parce qu'elle accepte au début un job de vendeuse de soufflets tropéziens qui lui plaît pas trop, mais au bout d'un an, Romy est toujours chez sa grand-mère et elle se laisse un peu vivre. Et un jour, sa grand-mère l'emmène voir Jean-Luc, le médium des stars. Et là, ça va être un peu l'électrochoc parce qu'il va lui prédire des choses qui sont aux antipodes de ce qu'elle a planifié dans sa vie. Et puis, il va se passer pas mal de drames dans son quotidien, des drames qui vont la faire réagir et se demander si Jean-Luc finalement n'avait pas raison et que peut-être c'est le moment pour elle de changer de vie et pourquoi pas de tout quitter pour vivre son rêve. Son rêve en fait c'est de devenir présentatrice télé tout simplement. Donc on va suivre les tribulations de Romy entre Saint-Tropez, Paris, avec ses rêves, ses espoirs et ses illusions. Alors pourquoi j'écris je pense que j'ai toujours eu ça en moi dès que j'ai su lire en fait, j'ai toujours voulu écrire. Donc j'avais la chance d'avoir un grand-père et un père qui lisait, qui écrivait beaucoup tous les jours. Mon grand-père, je le voyais noter dans ses carnets des histoires, des contes, des témoignages et j'ai toujours voulu faire comme lui. Donc dès que j'ai su écrire, j'avais toujours un journal intime à côté et j'écrivais voilà, tout ce qui me passait un peu par la tête. Et puis plus tard, j'écrivais aussi dans des carnets de voyage. Donc à chaque fois que je partais dans un pays, j'avais toujours un carnet où j'écrivais un peu ce que je vivais dans ce pays. Et quand j'ai voulu écrire, alors la première idée qui m'est venue en tête, c'est d'écrire une biographie. Et puis je me suis dit, mais vraiment, qui c'est qui va lire ces histoires? Et donc j'ai réfléchi et j'ai commencé à écrire récemment. Mais si vous voulez, moi j'avais fait une école de commerce, j'avais fait une classe préparatoire avant une école de commerce, donc j'avais beaucoup lu pendant ma scolarité. Et après mon école, j'ai commencé à lire des choses beaucoup plus légères, comme des comédies romantiques, de la chick lit ou du young adulte. Et donc c'est à partir de ce moment-là, je me suis dit je vais écrire ce que j'ai envie de lire. Et j'avais envie de... Voilà, je lisais à l'époque du young adulte, donc j'ai écrit un roman de science-fiction pour adolescents qui s'intitule Beyond. Et depuis, je crois que j'ai commencé à rédiger ce roman. Et depuis, j'ai jamais vraiment arrêté d'écrire en fait. Je trouve que c'est compliqué de maintenir le lecteur en haleine. Quand on raconte une histoire, on a envie d'un peu de décrire certaines scènes et souvent on peut vite tomber dans des descriptions et des détails inutiles et donc c'est important d'aller quand même à l'essentiel. Donc moi j'écris des chapitres assez courts et à la fin de chaque chapitre j'essaie de faire en sorte que le lecteur se pose des questions comme quel va être le choix du personnage, comment est-ce qu'il va s'en sortir. Il faut donner au lecteur, en tout cas pour moi, l'envie de tourner les pages, de poursuivre la lecture après chaque chapitre après chapitre. Et aussi je pense qu'il faut pas mal de rebondissements. On sait qu'on s'attend tous, par exemple une comédie romantique, on s'attend tous à une fin assez prévisible. Il y a certains éléments qui sont prévisibles, mais je pense qu'il faut introduire aussi des rebondissements et des choses assez inattendues pour surprendre le lecteur. Alors la construction, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. En général, mes romans commencent avec un personnage qui est assez ordinaire, qui souffre quand même, qui a des problèmes. Et le but, c'est qu'il passe d'un point A à un point B en ayant évolué. Alors soit il évolue par des questions, des choix personnels et des questionnements intérieurs qu'il arrive à résoudre, soit ce sont des personnages secondaires qui vont l'aider à prendre ses décisions. Donc, c'est un peu la définition d'un héros, d'une héroïne en fait. C'est comment un personnage passe d'un point à un autre en ayant appris des choses et en sortant grandi d'une histoire. Alors oui, bien sûr, j'aimerais que mes romans soient adaptés au cinéma, au grand écran un jour. Pourquoi pas? Alors pour Beyond, je me suis inspirée d'une série un peu phénomène, c'est Twilight, clairement. Même si dans Beyond, il n'y a pas du tout de vampire, mais c'est juste, j'ai essayé de reprendre un peu la tension dramatique qu'il y avait dans toute cette saga pour essayer de reprendre les recettes en fait, qui marchaient et de reproduire ça dans Beyond. Un jour, j'ai changé de parfum, alors il y en a pas mal beaucoup de lectrices qui me disent ça ressemble un peu au diable s'habille en Prada.
Et c'est vrai que c'est une histoire qui a inspiré, voilà, c'est un film qui m'a beaucoup inspirée et je pense que ça ferait aussi une comédie dans ce genre. Et enfin, pour Deux joies coulent mes larmes, clairement, oui, je l'ai écrit comme... Enfin, pour moi, je voyais les images défiler dans ma tête comme un film au fil de l'écriture. Donc, clairement, oui, ce serait vraiment un rêve de voir mes romans adaptés sur un grand écran. Maintenant, je sais qu'il y a des producteurs qui ont lu mes projets et j'ai pu échanger aussi avec des productrices, des producteurs. Et c'est toujours intéressant pour un auteur d'avoir l'avis de ces personnes-là, de ces personnes qui sont vraiment professionnelles du cinéma, parce que voilà, pour moi, ça me permet d'avoir un retour, d'améliorer aussi mes écrits et d'y penser pour mes futurs projets. Donc c'est très intéressant. Maintenant, quel réalisateur? Alors ça, je ne sais pas. Je suis pas assez, je pense, cinéphile pour désigner un réalisateur, en tout cas pour mes romans. Alors non, je n'écoute pas de musique quand j'écris. J'ai vraiment besoin de calme. En général, j'écris chez moi. J'écris une bonne journée d'écriture, pour moi c'est 9h, 16h, et puis il m'arrive aussi d'écrire quand les enfants sont couchés, donc tard le soir ou tôt le matin. J'écris aussi le week-end et les vacances, donc en fait tout le temps, tous les jours. J'aime beaucoup aussi écrire dans un café, parce que chez moi je peux être facilement distraite alors que quand je suis à l'extérieur. Donc là paradoxalement il y a du bruit autour de moi, mais j'arrive à écrire, j'arrive à m'imprégner de cette ambiance. Et c'est important pour moi de travailler à la maison, mais aussi de travailler de temps en temps dans un café. Par contre, dans une bibliothèque, j'ai déjà essayé, j'ai plus de mal, mais ça, c'est juste des choix personnels. Alors complètement, moi j'aime bien m'inspirer de faits réels ou de personnes réelles quand j'écris. Par exemple, pour un jour j'ai changé de parfum. Tout simplement, il y a quelques temps, ma responsable, moi-même et la personne qui travaillait avec nous, donc on était 3 dans l'équipe, on s'est retrouvés sans emploi et on a commencé à correspondre et je me suis dit waouh, comment 3 personnes qui vivent la même situation peuvent la vivre de façon totalement différente en fonction de sa situation, en fonction de son âge. Et donc je me suis dit tiens, je vais écrire une histoire, je vais écrire notre histoire, bien sûr je l'ai romancée, mais l'idée est partie de là. Par exemple, pour Deux joies coulent mes larmes, vous verrez que Romy, le personnage principal, a une grand-mère qui s'appelle Mamie Lou. Et cette personne, je me suis inspirée d'une personne réelle qui vit à Saint-Tropez, qui m'a beaucoup accueillie pendant des années chez elle. Et forcément, c'est une personne réelle qui a inspiré ce personnage. Et bien sûr, Romy, c'est un peu de moi. C'est une jeune fille du Sud-Est qui rêve de venir à Paris, de travailler à la télévision et bien non, je viens du Sud-Est et puis j'ai travaillé longtemps pour une chaîne de télévision, donc c'est un milieu que je connais bien et je voulais faire découvrir justement les coulisses de cet univers au lecteur. Alors il y a un roman qui s'appelle donc Avant toi de Jojo Moyes et quand je l'ai terminé ce roman, je me suis dit mince, mais j'aurais bien voulu l'écrire parce que je trouve que dedans il y a tout. C'est-à-dire qu'il y a de la tristesse, mais il y a aussi de la tendresse, il y a de l'amour, de l'amitié, de l'humanité. Je me suis dit, mais il y a tout pour plaire et il y a tout pour faire un film. Et d'ailleurs, ce roman a été adapté au cinéma et le film a été assez fidèle au roman. Donc j'avais bien aimé aussi le film. Donc ouais, je pense que c'est un livre que j'aurais bien voulu écrire. Mais bon, il y en a tellement d'autres que j'aurais voulu écrire aussi. Alors, qu'est-ce que je pense de l'écriture inclusive? Alors, justement, c'est marrant que vous me posiez cette question parce qu'il y a 2 semaines, en fait, j'ai assisté à une conférence où la PDG d'une grande maison d'édition était invitée pour parler de l'égalité homme-femme dans son métier. Et une personne, à un moment, est intervenue et a posé une question en disant est-ce qu'on dit auteur, avec un E à la fin, ou autrice? Et j'ai trouvé ça fou qu'aujourd'hui, en 2018, on pose ce genre de questions. On ne devrait même pas se poser une question sur ce qu'on dit écrivain, écrivaine, voilà, ce genre de choses. Et c'est vrai que c'est pas clair encore pour tout le monde. Donc l'écriture inclusive, pourquoi pas? En tout cas, moi je pense que la langue française c'est une langue vivante, donc c'est une langue qui doit aussi évoluer avec son temps. Et je pense qu'il faut qu'on se pose des questions. Pourquoi par exemple la règle du masculin l'emporte sur le féminin a été créée? Enfin ça, j'ai pas la réponse. Et
Si on m'expliquait pourquoi, bah, peut-être que je me dirais bah oui, c'est une règle totalement cohérente et on devait la garder, mais sinon, bah, je comprends pas pourquoi on devrait la garder. Maintenant, je pense que si jamais on devait changer ces règles, il faudrait quand même que ce soit très très bien cadré, parce qu'ensuite on peut tomber très vite dans des aberrations et ça peut devenir très très vite compliqué. En tout cas, je souhaite beaucoup de courage aux futures générations qui vont apprendre l'orthographe à l'avenir. Alors les choses à améliorer dans le monde de l'édition, je pense qu'il y a beaucoup de choses à améliorer, et notamment la première chose à laquelle je pense forcément, c'est le statut d'auteur. Donc je sais pas si vous avez vu en ce moment sur les réseaux sociaux, mais il y a le hashtag #PétonAuteur, auteur en colère. Et donc moi j'arrive un peu, moi c'est la première fois que je découvre ce milieu, c'est la première année à laquelle je vais cotiser à l'AGESA, donc c'est la cotisation pour les écrivains. Et en fait j'avoue que c'est un peu compliqué tout ça, moi je suis un peu peinée d'arriver à ce moment-là, et en même temps c'est une situation plutôt inédite en France parce qu'il y a beaucoup d'auteurs, de grands auteurs comme Tatiana de René, Samantha Bailly qui soutiennent des auteurs des plus petits, plus modestes, qui ont du mal à vivre de leur plume, et je trouve que cette solidarité, je trouve ça vraiment magnifique. J'espère que ça va changer, j'espère que le gouvernement bien entendu va écouter le mouvement qui est en train de se passer, et que d'ici le 1er janvier 2019, donc date à laquelle le statut d'auteur va changer, j'espère qu'il y aura quand même des discussions, un échange entre les auteurs, le gouvernement et toutes les parties prenantes. Alors mon auteur préféré, c'est difficile à répondre parce que moi j'ai pas d'auteur préféré, j'ai plein d'auteurs préférés. C'est comme si on me disait en musique quel est ton chanteur, ta chanteuse préférée, j'aurais vraiment du mal à répondre. Je sais qu'il y a des romans, des livres qui m'ont marqué tout au long de ma vie en fait. Donc déjà les romans jeunesse, et puis je pense que le premier livre qui m'a marqué c'est l'Odyssée d'Homère, parce que c'est un roman que j'ai lu plusieurs fois. Ensuite il y a eu tous les Marcel Pagnol, comme je viens du Sud-Est, c'était des romans qu'on étudiait à l'école et que vraiment j'ai adoré. Il y a bien sûr eu La Nuit des Temps de Barjavel, que vous connaissez et d'ailleurs que j'ai là. Voilà, La Nuit des Temps. Et puis bien sûr voilà, Bernard Werber, Les Fourmis, voilà, c'est des romans que moi j'ai découverts quand j'étais adolescent et qui m'ont fait aimer vraiment la lecture. Et ensuite j'ai découvert pas mal d'auteurs classiques, mais ça c'était au cours de mon cursus scolaire. Et donc aujourd'hui je lis vraiment de tout. J'aime beaucoup par exemple Joël Dicker, mais j'aime aussi Laurence Perrin, dont j'ai le roman ici sous la main, Miss Cyclone, donc c'est une auteure française, voilà, que j'ai adorée. Récemment, un autre roman que j'ai lu, que j'ai aimé, c'est Liane Moriarty, dont la série Big Little Lies, j'avais adoré aussi. Et puis voilà, donc que des romans, qu'est-ce que j'ai dit, Virginie Grimaldi, voilà, plein d'autres auteurs très très sympas. Moi je vais en repérage, enfin je vais pas en repérage, c'est-à-dire que j'ai beaucoup voyagé. Et donc quand j'écris, comme je disais tout à l'heure, je m'inspire de faits réels, de situations vécues. Et donc par exemple dans Beyond, je parle de l'Arizona parce que j'ai effectué un voyage en Grand Canyon, tout ça, donc c'est pour ça que j'en ai parlé. Dans Un jour j'ai changé de parfum, donc c'est Paris et la Crète, c'est une île aussi que j'ai visitée, que j'ai beaucoup aimée. Et dans Deux joies coulent mes larmes, bon, je vais pas revenir dessus, mais Saint-Tropez, c'est une ville, voilà, un village dans lequel j'ai mis les pieds plusieurs fois. Donc Paris forcément c'est ma ville, donc oui j'en parle. Et dans Deux joies coulent mes larmes, je parle d'une troisième ville, donc je vais pas dire le nom pour pas spoiler. Mais c'est une ville, une de mes villes préférées au monde et dans laquelle je me vois bien y vivre. Non, pour moi il n'y a pas de sous-littérature parce qu'il y a un livre pour chaque lecteur, des lecteurs pour chaque livre en fait. Et d'ailleurs, là récemment, il y avait un journaliste qui parlait et qui comparait la littérature feel good à un McDo, par exemple, à ce que pourrait être, et par contre la littérature, ça peut être la gastronomie française et les feel good du McDo. Et j'ai envie de lui dire, mais et alors, enfin, de toute façon, il en faut de tout pour faire un monde. Et moi j'aime bien le McDo, enfin, de temps en temps j'y vais. Donc je lis vraiment de tout et je me sens un peu insultée quand on parle de sous-littérature parce que ça veut dire quoi ?
ça veut dire que je suis sous-cultivée, enfin non, je comprends pas. Après, je pense qu'on peut ne pas aimer un style. Par exemple, moi j'ai vraiment du mal avec 50 Shades of Grey, ça a été un succès planétaire et tant mieux pour toutes les lectrices qui ont lu ce roman. Moi j'ai pas du tout aimé et je pense que c'est pas parce qu'on n'aime pas un genre que c'est forcément de la sous-littérature. C'est juste une littérature différente et je pense qu'il faut de la diversité pour tout le monde, pour tous les lecteurs. Alors pour mes influences littéraires, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure de mes auteurs préférés, mais c'est vrai que moi j'avais la chance quand j'étais petite d'être dans un collège qui était collé à la bibliothèque municipale, donc j'allais dévorer les livres dès que je pouvais. Donc c'était, alors après les romans jeunesse, j'allais au rayon adulte et c'était vraiment les Agatha Christie, les Mary Higgins Clark, voilà, ce genre de romans. Après j'ai fait une prépa littéraire, donc forcément je pouvais lire 5 livres par semaine et c'était plutôt des classiques comme Flaubert, Hugo, voilà, tous ces auteurs, je les ai lus. Et là plus récemment, j'aime beaucoup Joyce Maynard, Laurence Perrin, Virginie Grimaldi, Joël Dicker, je me répète un peu mais voilà, c'est assez varié, j'ai pas un auteur préféré mais j'ai que des auteurs que j'adore. L'auteur du livre sans nom, je vais vous faire une petite révélation, c'est moi. Bon d'accord, c'est une blague pas très drôle. Non mais par contre je me souviens très bien de ce livre parce que je l'ai acheté et justement je pense que c'était un gros succès marketing et commercial puisque en fait moi je l'avais acheté justement pour ça et j'avais pas accroché forcément à la lecture. Je me souviens que j'avais arrêté de lire en cours parce que je trouvais que c'était un peu violent. Donc c'était pas vraiment un livre pour moi. Il m'avait marqué parce que c'était voilà, un livre sans nom mais à part ça c'est tout. Bien sûr, pour moi la lecture c'est super important. Pour moi la lecture c'est la base de l'éducation et l'éducation c'est la base de la culture, de la civilisation. Enfin, c'est tellement important et quand j'entends parler des gens qui me disent je lis pas, j'aime pas lire, ça je pense juste c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé le livre qui leur a fait le déclic pour aimer la littérature, pour aimer la lecture. Et souvent ces personnes, j'essaie de parler avec eux, d'essayer de comprendre ce qu'ils aiment et de les orienter vers un livre qui pourrait leur plaire. Et souvent, les gens qui commencent à lire un livre qui les aime, en général, ils ne s'arrêtent plus d'ailleurs. Donc je pense qu'il faut trouver, il faut aller chercher le livre qui correspond à chaque lecteur. Pareil, quand on dit qu'on n'a pas le temps de lire, ça je pense que c'est aussi à cause peut-être des réseaux sociaux, on passe beaucoup plus de temps sur notre téléphone portable, mais on a beaucoup de temps pour regarder des séries télé, donc je comprends pas pourquoi on n'a pas le temps pour la littérature. Je pense que c'est une question de choix. Et en général, quand on commence à lire, on a du mal à s'arrêter parce que en général, les gens aiment ça. Et c'est vrai que je rencontre beaucoup de gens qui ont beaucoup lu, qui ont arrêté, qui n'ont plus touché le livre pendant plusieurs années et qui s'y remettent. Donc au final, je pense que voilà, lancez-vous, lisez et vous verrez que la passion pour la lecture va revenir. Alors ça c'est une question hyper difficile, l'accès voilà, de la culture à tout le monde, déjà peut-être rendre la gratuité de certains lieux culturels ou des tarifs vraiment des tarifs réduits pour les plus jeunes après je sais pas, dans le milieu du livre par exemple, je sais qu'il y a une association qui s'appelle Bibliothèques sans frontières, moi je viens juste de la découvrir et c'est vraiment chouette. Moi je ramène pas mal une vingtaine de romans à peu près, vu que j'ai plus de place dans ma bibliothèque et je les amène à ma libraire qui les empaquette, qui les emballe et les envoie à Bibliothèques sans frontières, donc ça permet aux romans d'avoir une seconde vie et en même temps ça arrive voilà, dans des endroits où l'accès aux livres est assez difficile. Donc retenez le nom de cette association, Bibliothèques sans frontières. Oui, bien sûr. Alors il y a des auteurs, justement, je vais vous parler de Marie-Lise Trécourt, donc son roman, alors c'est pas la couverture finale, mais son roman sort le 5 juillet. Je pense qu'elle aimerait bien, s'y prêterait bien à cet exercice, à cette interview, parce qu'en plus elle est aussi chroniqueuse TV et donc son roman sera publié chez Erol, c'est un feel good et voilà, je pense que Marie-Lise fera très bien l'exercice. Il y a aussi Karen Ponte qui est ma consoeur qui a publié ses 2 romans, donc celui-là récemment, avec des si et des peut-être. Et en fait, son roman est à l'image de son auteur, c'est-à-dire très pétillante et avec beaucoup d'humour. Donc je pense que l'interview serait très drôle et explosif. Donc voilà, c'est des auteurs que je vous conseille pour faire cet exercice. Merci beaucoup Kim de m'avoir accueilli sur ta chaîne YouTube et à bientôt.